Bienvenue dans la locomotive de l'histoire. Nous allons voyager dans le passé et revenir sur plusieurs moments importants du siècle dernier. Le train va bientôt partir. Dépêchons-nous avant que l'histoire nous rattrape. Voilà, tout le monde est bien installé. Nous allons commencer notre voyage. Attention au départ. Fermeture des portes, mais ouverture des esprits. Les noms d'Hitler, Mussolini et Staline résonnent dans l'histoire du XXe siècle comme des figures emblématiques, chacune incarnant un chapitre sombre et complexe de cette période tumultueuse. Adolf Hitler, le leader charismatique du Parti national-socialiste allemand, est devenu le visage du nazisme, un régime qui a semé la terreur et provoqué la Seconde Guerre mondiale. Benito Mussolini, le fondateur du fascisme italien, a exercé un pouvoir autoritaire en Italie et formé une alliance avec Hitler. Joseph Staline, quant à lui, a dirigé l'Union soviétique d'une main de fer, instaurant un régime totalitaire qui a laissé une empreinte indélébile sur l'Europe de l'Est. Dans cette vidéo, nous explorerons les trajectoires de ces trois dirigeants et les conséquences profondes de leur règne sur le destin du monde au XXe siècle. Né en 1889 à Braunau am Inn, Autriche, Adolf Hitler est le quatrième enfant d'un douanier et d'une mère d'origine paysanne. Le jeune Adolphe, qui aurait subi les violences de son père, devient orphelin à 14 ans. Élève médiocre, il abandonne ses études à l'âge de 16 ans. Il mène une existence de bohème, fréquentant les théâtres. Il apprécie la musique de Wagner et s'intéresse à l'architecture. La peinture a au départ un rôle clé dans le parcours d'Adolf Hitler, puisqu'il tente à 2 reprises et sans succès d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, en 1907 et 1908. En proie à des difficultés financières, celui qui touche une petite pension d'orphelin, peint et vend des tableaux pour gagner sa vie. Il découvre des écrits prônant l'anti-parlementarisme, le pangermanisme, le racisme, le nationalisme, et se forge ses propres convictions. Il éprouve un grand mépris pour les masses, et pense que le peuple juif est la source de tous les problèmes que connaît la nation allemande. Hitler s'installe à Munich pour échapper au service militaire dans l'armée autrichienne. Sa tentative échoue. Mais un examen médical des autorités autrichiennes le déclare inapte pour faiblesse de constitution. Hitler retourne en Allemagne. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Hitler se porte volontaire. Il est blessé 2 fois et reçoit la Croix de fer de première classe. À la fin de la guerre en 1918, il reste dans l'armée et rentre à Munich. En 1919, il assiste à la répression de la révolution de l'extrême gauche. Il participe à une commission enquêtant sur ces événements. Il reçoit alors la mission de combattre les idées marxistes et commence à faire de la propagande. Hitler adhère au Petit Parti ouvrier allemand, DAP, en 1919, qui deviendra l'année suivante le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP. En 1921, il devient Führer ou président de ce parti, qui compte alors plus de 3000 militants. Hitler organise des meetings pour répandre ses idées qui deviennent la base de l'idéologie nazie. Orateur de talent, ses discours gagnent en popularité et il devient un des personnages incontournables de la scène politique de Bavière. Adolf Hitler tente de s'emparer du pouvoir par la force le 8 novembre 1923, mais le putsch de Munich échoue. Hitler est arrêté. Lors de son procès, il se revendique comme un patriote indigné et gagne la sympathie de tous les Allemands nationalistes. Il est condamné à 5 ans de prison, mais n'y passe que 9 mois pendant lesquels il rédige Mein Kampf, Mon combat, qui paraît en 1925. Cette expérience lui fait comprendre que s'il veut arriver à la tête de la nation allemande, il devra le faire de façon légale. Il est libéré lors de l'amnistie générale de 1924. Hitler modifie son parti. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Joseph Goebbels. Le NSDAP voit sa popularité monter en flèche entre 1928 et 1932. Le climat politique instable et la situation économique catastrophique suite à la crise de 1929 contribuent au succès du parti. Aux élections de 1930, le parti obtient 107 sièges au Reichstag. Hitler continue sa propagande, attribuant la mauvaise situation économique du pays aux Juifs et aux communistes. Ses fidèles, Göring, Goebbels, Rosenberg, mettent en place un véritable culte de la personnalité. Hitler apparaît comme l'homme dont l'Allemagne a besoin. Le président de la République allemande, le maréchal Paul von Hindenburg, refuse un temps de nommer Hitler chancelier, bien que le NSDAP réalise d'importants scores aux élections régionales. Le climat se dégrade considérablement et le pays est au bord de la guerre civile.
C'est dans ce contexte que le président Hindenburg décide contre son gré de nommer Hitler à la chancellerie du Reich le 30 janvier 1933. Il n'a aucune sympathie pour le leader du Parti national-socialiste qu'il traite de caporal bohémien. Hindenburg charge le nouveau chancelier de former un gouvernement de concentration nationale. Le nouveau cabinet comprend 3 membres du parti nazi à des places stratégiques. Hitler à la tête du gouvernement, Göring en tant que commissaire intérieur pour la Prusse et Frick au ministère de l'Intérieur. Dans la nuit du 27 février 1933, un incendie ravage le Reichstag. Le communiste néerlandais, Marinus van der Lubbe, est arrêté sur les lieux de l'incendie. Il est immédiatement désigné comme coupable par le nouveau chancelier, qui voit dans cet acte criminel un complot communiste. Le Parti national-socialiste, NSDAP, s'empare de l'accident pour procéder à l'élimination des communistes allemands. Au lendemain de cet événement, le président du Reich promulgue une ordonnance qui instaure l'état d'urgence et donne tous les pouvoirs au gouvernement. La dictature se met en place et la répression contre les opposants politiques se développe. L'interdiction du Parti communiste et le soutien des conservateurs engendrent une nouvelle victoire du NSDAP lors des élections de mars 1933. Le 23 mars, le vote d'une loi d'autorisation donne pour 4 ans les pleins pouvoirs à Hitler. Hitler a à présent le champ libre pour interdire tous les syndicats et partis politiques. Tous les signes de désaccord sont réprimés et la Gestapo, la police secrète, fait régner la peur. Dans la nuit du 30 juin 1934, nommée « la nuit des longs couteaux », Hitler ordonne à l'armée d'arrêter et de tuer divers opposants politiques, dont Ernst Röhm et Franz von Papen. À la mort d'Hindenburg, le 2 août 1934, Hitler lui succède à la présidence du Reich et cumule les postes de chancelier et de Führer. Hitler prend des mesures antisémites avec les lois de Nuremberg en 1935. Les Juifs, les opposants politiques et les démocrates sont envoyés dans des camps de concentration. Le 16 mars 1935, le Führer rétablit le service militaire obligatoire. L'Allemagne a été mise au pas par Hitler et son parti. Se basant sur l'idée d'appartenance à une race supérieure, la race aryenne, Hitler décide d'annexer les pays germanophones limitrophes, Anschluss, l'Autriche, la Tchécoslovaquie. Face à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne pour assurer un espace vital, la communauté internationale réagit et la Seconde Guerre mondiale éclate. En 1940, les armées allemandes envahissent le Danemark et la Norvège, puis les Pays-Bas, la Belgique et la France. Hitler devient le maître d'une grande partie de l'Europe. Le Führer adopte des stratégies payantes, mais il est parfois trop ambitieux comme à Stalingrad. Il porte peu de considération à l'avis de généraux expérimentés. En 1941, les troupes d'Hitler entrent en Union soviétique. Prévoyant une guerre rapide, Hitler n'anticipe pas de provisions pour l'hiver. Les armées allemandes progressent, sont arrêtées dans la proche région de Moscou, puis subissent la contre-attaque des armées soviétiques en décembre 1941. Occupé sur le front Est, Hitler délaisse un peu la façade atlantique. Les défaites le rendent de plus en plus irritable. Le 20 juillet 1944, le Führer échappe à une tentative d'assassinat orchestrée par le colonel Stauffenberg et quelques autres officiers. Il sent la défaite se profiler et ordonne la destruction de l'ensemble des infrastructures industrielles de l'Allemagne. Ordre que très partiellement exécuté. Parallèlement au combat, Adolf Hitler applique la solution finale, qui doit aboutir à l'extermination des Juifs. 6 millions de personnes ont été tuées dans les camps de concentration et d'extermination. Cette politique de purification de la race aryenne commence dès 1939, avec la disparition des personnes atteintes de maladies mentales. Les premiers ghettos font leur apparition. Les Juifs sont parqués dans des quartiers sécurisés. C'est le début de la Shoah. Les premières exécutions par balles seront vite remplacées par des camions à gaz, puis par les camps. Le peuple juif n'est pas le seul concerné puisque les tziganes, les homosexuels et les opposants politiques seront aussi internés ou tués. Le 30 avril 1945, alors que les troupes de l'armée rouge pénètrent dans Berlin, Adolf Hitler met fin à ses jours dans son bunker. Sa maîtresse, Eva Braun, qu'il a épousée la veille, se suicide avec du cyanure. Dans son testament, le Führer désigne comme successeur l'amiral Karl Dönitz et demande que son corps soit brûlé.
Dictateur italien, il fut le fondateur du fascisme et s'allia avec Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. De ses débuts socialistes à sa mort commanditée, retour sur son parcours. Benito Mussolini est né le 29 juillet 1883, à Predappio, Italie, et mort le 28 avril 1945, à Mezzegra, Italie. Venant d'une famille modeste, il présente dès l'enfance un caractère anarchiste et brutal. Son père lui inculque également la haine des autorités, des nantis et de ceux qui réussissent. En 1900, il adhère au Parti socialiste italien, puis devient instituteur un an plus tard. Ne trouvant pas de travail en tant qu'instituteur, il devient ouvrier en Suisse. Il complète son éducation avec des lectures d'écrivains révolutionnaires tels que Nietzsche, fréquente l'université et les bibliothèques, et lit Georges Sorel et Machiavel. Il s'exerce aussi à parler et à écrire, ce qui commence à inquiéter les autorités suisses qui l'expulsent vers la France. Il rentre en Italie en 1904. En 1909, il rentre à Forlì et devient directeur et rédacteur du journal socialiste La Lotta di Classe. Militant révolutionnaire, Benito Mussolini devient rédacteur en chef du journal du Parti socialiste Avanti en 1912. À la déclaration de la Première Guerre mondiale, Mussolini recommande une neutralité absolue, puis il hésite petit à petit, se tournant vers l'interventionnisme, contrairement à ses camarades socialistes. Cela engendre son renvoi de la direction de l'Avanti et confirme sa rupture avec le PSI. L'Italie s'engage finalement dans la guerre et Mussolini part au front de 1915 à 1917. En 1914, il fonde son propre journal, s'intitulant Il Popolo d'Italia, qui se réclame comme socialiste révolutionnaire et dans lequel il dénonce le règlement de la guerre, désavantageux pour son pays. En 1919, il fonde les Faisceaux italiens de combat, un groupe nationaliste qu'il transforme en parti fasciste en 1921. 35 de ses membres sont alors élus à la Chambre des députés. Fort de sa popularité croissante, le DUS durcit son parti et la répression se fait plus violente, notamment contre les communistes. En 1922, ces hommes marchent sur Rome et il prend la tête du gouvernement. Il met alors en place une dictature guerrière au sein de laquelle il a les pleins pouvoirs et réprime sévèrement les opposants. Il développe également un culte autour de sa personnalité et une propagande efficace. Ainsi, il crée la première dictature fasciste en Europe. Il fait voter des lois fascistes et, en 1929, il réconcilie l'État avec l'Église par les accords du Latran et obtient donc le soutien de l'Église et des catholiques. Sa popularité est alors au sommet. Souhaitant Hitler comme allié, Mussolini lui concède l'Autriche puis la Tchécoslovaquie en 1938. Également, il met en place une politique raciste en Italie avec les lois racistes de 1938 et la persécution des Juifs, jusqu'ici inexistante. Puis, en 1939, il annexe l'Albanie. D'abord neutre lorsque débute la Seconde Guerre mondiale, il entre ensuite en guerre aux côtés des nazis en 1940. Mais il connaît rapidement une succession de défaites qui a pour conséquence la remise en question de son pouvoir par le mouvement fasciste. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943, les chefs du parti lui demandent de remettre ses pouvoirs au roi. Celui-ci est remplacé le lendemain par Pietro Badoglio, sur ordre de Mussolini. Puis il fait exécuter les chefs fascistes qui ont essayé de le destituer, dont son genre Ciano. Mais son pouvoir est instable, en particulier lorsque le pouvoir hitlérien est en perdition. Ainsi, il va tenter de traiter avec les Alliés en s'installant à Milan, mais il est vite chassé par l'arrivée des résistants dans la ville. C'est le Comité de libération nationale qui a commandité sa mort par un communiqué, le but étant de retrouver une renaissance politique, sociale et morale en Italie. Ainsi, tous les partis composant le CLN, Parti communiste italien, Parti socialiste italien de l'unité prolétarienne, Démocratie du travail, Démocratie chrétienne, Parti d'action et Parti libéral italien, signent ce document. Il se concrétise le 27 avril 1945, où Mussolini est arrêté à Dongo, près du lac de Côme. Il est fusillé, avec sa maîtresse Clara Petacci, le lendemain. Leurs corps, et ceux de 16 autres personnes, sont transportés à Milan. Ils sont ensuite pendus par les pieds sur la place Piazzale Loreto. Les passants pouvant cracher sur la dépouille de l'ancien dictateur, afin d'humilier sa famille et le mouvement fasciste. Pour finir, le visage de Mussolini est défiguré. Le corps ne sera rendu à la famille Mussolini qu'en 1957.
Joseph Vissarionovitch Djougachvili naît à Gori, en Géorgie, dans une famille d'anciens serfs, pauvres et sans éducation. Si sa date de naissance reconnue est le 21 décembre 1869, on retient également le 18 décembre 1878, jour indiqué sur son extrait de naissance. Alors que son père cordonnier meurt dans une rixe en 1889, Joseph est envoyé au séminaire orthodoxe de Tiflis, Tbilissi, à l'âge de 15 ans. À partir de 1898, il fréquente les milieux étudiants marxisants et supporte de moins en moins la discipline orthodoxe. Il est renvoyé du séminaire l'année suivante pour son manque d'assiduité et des lectures interdites. À partir de cette période, il met ses talents d'orateur, hérités du séminaire, au service du Parti socialiste. Il militait à travers le Caucase et notamment à Bakou, jusqu'à sa première arrestation en 1902. Condamné à l'exil en Sibérie, il s'échappe et reprend ses activités. Telle sera la vie du jeune Djougachvili jusqu'en 1917. Une suite d'actions militantes et d'emprisonnements. Au sein de la mouvance bolchevique du Parti social-démocrate, il prend le surnom de Koba. Après avoir participé à la révolution de 1905, il rencontre Lénine en 1906. Koba prend alors un rôle important dans des hold-up destinés à remplir les caisses de la Révolution, avec l'accord de Lénine. Alors que sa femme meurt en 1907, Koba est à nouveau arrêté l'année suivante. La période courant de 1908 à 1912 est marquée par une succession d'arrestations et d'évasions, ainsi que par l'ascension de Koba, devenu Staline, l'homme d'acier. En 1912, Lénine l'appelle au comité central du parti bolchevique et lui confie le journal révolutionnaire La Pravda. Parallèlement, grâce à son ouvrage « Le marxisme et la question nationale », il se pose comme le spécialiste des nationalités au sein du parti. Mais Joseph Staline est à nouveau arrêté en février 1913, pour être cette fois déporté à Touroukhansk, dans une région reculée de la Sibérie. À défaut de réussir une évasion, il devra alors attendre la révolution de 1917 pour retrouver sa liberté. En février 1917, la Russie est à nouveau en pleine ébullition politique. La révolution russe se traduit pour Staline par une libération et le retour parmi les cadres de la mouvance bolchevique. Reprenant les rênes de la Pravda dès mars, il est élu le mois suivant au comité central. En accord avec Lénine sur la rupture nécessaire avec les mencheviks, il participe à la révolution d'octobre. Membre du Politburo, commissaire du peuple aux nationalités et très actif dans la guerre civile, Joseph Staline cumule déjà de nombreuses fonctions. Sur la question des nationalités, il suit dans un premier temps le point de vue de Lénine en faveur de l'autodétermination et l'égalité entre les peuples. Pendant la guerre civile, il est remarqué pour ses actions radicales et ses capacités à gérer les situations difficiles avec sang-froid et sans état d'âme. Ainsi, il est chargé de récupérer des récoltes dans la région de Tsaritsyne, futur Stalingrad, désormais Volgograd, pour sauver Moscou. Mission qu'il accomplit avec succès, mais au prix d'actions musclées. C'est d'ailleurs à cette époque que commence son différend avec Trotsky. Son action pour maintenir l'ordre à Saint-Pétersbourg est également une réussite. Il échoue en revanche en Pologne, où son refus d'envoyer des renforts à Varsovie mène à une défaite et est très critiqué. Après sa nomination au secrétariat général du comité central en avril 1922, vient le premier accroc sérieux avec Lénine, à propos des nationalités. Comme l'avenir le montrera, Joseph Staline fait peu de cas des identités nationales. Indirectement, il prône la domination russe dans son projet d'État fédératif commandé par Lénine. Toujours favorable à l'égalité entre les peuples, celui-ci n'apprécie guère cette perspective. Il se méfie de plus en plus de celui qu'il nommait auparavant le merveilleux Géorgien. D'ailleurs, en 1922, Lénine rédige une note souvent qualifiée de testament politique, et dans laquelle il invite le parti à se méfier d'un Staline trop brutal, qui cumule trop de pouvoir et risque de s'en servir à mauvais escient. Lénine a en effet perçu le rôle stratégique que prend le poste a priori formel de secrétaire général du comité central quand la bureaucratie se renforce. Cela n'échappe pas non plus à Staline. Après la mort, en janvier 1924, du dirigeant historique de la révolution bolchevique c'est une atout fondamental dans la course à la succession. D'autant plus que les dirigeants, trop soucieux d'évincer Trotsky, ne prenaient pas garde aux avertissements de Lénine concernant Joseph Staline. Ce dernier se positionne tour à droite, puis à gauche. Ainsi,
Il élimine ses adversaires les uns après les autres, s'alliant avec les ennemis d'hier pour faire tomber un allié de la veille. Trotsky, Zinoniev ou encore Boukharine et Rykov chutent successivement, laissant le champ libre. Staline les élimine définitivement quelques années plus tard dans les procès de Moscou. Parallèlement, Staline use d'un discours simplificateur qui lui donne l'agrément des nouveaux arrivants du parti, souvent moins cultivés et d'origine plus modeste que les dirigeants historiques de la Révolution. Il se clame véritable successeur orthodoxe de la pensée de Lénine et s'emploie à faire oublier les désaccords des dernières années. Par ailleurs, il s'appuie fortement sur la bureaucratie, qui inquiétait Lénine, qu'il peut en partie contrôler. En 1929, Joseph Staline occupe tous les postes stratégiques et a évincé ses ennemis. Il les remplace par des proches, des collaborateurs fidèles et dociles. Mais Staline ne s'est pas simplement imposé dans les cercles de pouvoir. Il devient le vojde, le guide du peuple, et amorce le culte de la personnalité. L'URSS est mûre pour accueillir le stalinisme. Deux grandes actions engagées successivement en 1928 et 1930 illustrent la politique nouvelle que l'on nomme par la suite stalinisme, le premier plan quinquennal et la création du goulag. L'objectif des plans quinquennaux est de rattraper l'immense retard économique de l'URSS. L'industrialisation doit se faire à marche forcée. Ainsi, la NEP, nouvelle politique économique, est supprimée. Et l'agriculture doit accepter une profonde réforme, la collectivisation de masse. En effet, pour permettre à l'industrie de fleurir, Staline veut s'appuyer sur un large effort du monde paysan. Mais ce dernier n'adhère pas avec enthousiasme à cette nouvelle économie. Les kolkhozes, immenses fermes d'État, sont perçus comme un nouveau servage. Joseph Staline démontre qu'il n'est pas surnommé « l'homme d'acier » sans raison, et qu'il n'a pas perdu la fermeté qui le caractérisait lors de la guerre civile. Les ennemis de la réforme sont immédiatement assimilés aux ennemis de la révolution et donc du peuple. Parmi eux, les koulaks sont particulièrement mal considérés. Une véritable guerre leur est livrée, donnant tout son sens au goulag, lieu de déportation des ennemis du régime. Aux milliers d'exécutés et de déportés s'ajoutent les millions de morts de la grande famine de 1932-1933. Staline, au courant de la situation, ne faiblit pas. La paysannerie se soumet. Après avoir écarté dans les années 1920 ses adversaires potentiels dans les cercles restreints du pouvoir, Staline engage en 1936 la mise au pas de toute la société. C'est la période des grandes purges. Des milliers de fonctionnaires sont remplacés, des centaines exécutés dans tous les domaines de l'État, et notamment dans l'armée. Les bolcheviks de la première heure servent d'exemple dans les procès de Moscou. Mais les actions staliniennes ne se limitent pas à la bureaucratie et aux élites. De vastes campagnes, aidées par une juridiction d'exception, permettent l'arrestation de plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est ce que l'on nomme la Grande Terreur. Pendant longtemps, le rôle de Staline a été minimisé dans ses actions, mais l'ouverture des archives après la chute de l'URSS a permis de démontrer son engagement. D'ailleurs, il n'hésite pas, durant cette période, à autoriser l'arrestation et l'exécution de membres de sa belle famille, de son premier mariage. À la fin des années 1930, entre 600 000 et 700 000 personnes auraient été exécutées, tandis que l'URSS compte entre 5 et 10 millions de prisonniers politiques. Joseph Staline a mis en place un système totalitaire. Pendant qu'il tient le pays d'une main de fer, Staline doit pourtant s'inquiéter du contexte international et notamment de la montée des fascismes, violemment anticommunistes. Il cherche tout d'abord un soutien du côté des démocraties européennes, notamment de l'Angleterre et de la France. Si la politique intérieure est al cœur de la répression, les pays européens sont invités à collaborer avec les démocrates, tandis que l'URSS rentre dans la SDN en 1934. Mais URSS et démocraties occidentales sont animées de la même méfiance mutuelle. Chacun espère que Hitler enverra ses forces contre l'autre. Non convié à la conférence de Munich, Staline se tourne vers Hitler. Il envoie Molotov signer le pacte germano-soviétique le 23 août 1939. Dès lors, Joseph Staline fait confiance à Hitler, ou tout du moins espère retarder l'échéance de la guerre, certainement conscient du retard technologique de l'URSS. Cela lui permet notamment d'annexer une partie de la Pologne et les États baltes, mais aussi de mesurer la faiblesse de son armée contre la Finlande. Ainsi, le 22 juin 1941, malgré les alertes récurrentes données par les renseignements, l'URSS est prise au dépourvu face au lancement de l'opération Barbarossa.
Une grande partie de sa flotte aérienne est détruite au sol avant même que l'armée ait eu le temps de réagir. Staline met du temps avant de donner des ordres. La légende veut qu'il soit resté prostré plusieurs jours avant de réagir. En fait, il semblait avoir pris le temps de la réflexion. Mais, de ce fait, l'armée a reculé, payant la perte de ses élites lors de grandes purges. Pourtant, cette défaite désastreuse est bientôt transformée au bénéfice du Vojd. Face à la barbarie des nazis, Staline ressuscite et encourage le nationalisme grand russe. Refusant de quitter la ville de Moscou en péril, il s'identifie à la patrie et démontre une fermeté exemplaire. Les soldats partent au combat en chantant à sa gloire. Mais c'est aussi avec cette même fermeté qu'il refuse d'échanger le maréchal Paulus contre son fils prisonnier des Allemands. Celui-ci se suicide pendant sa détention. En 1935, devenu maréchal, Joseph Stalin bénéficie d'un nouveau statut dans ses frontières comme à l'extérieur. Il est l'homme qui a sauvé le peuple et celui qui a battu Hitler. La Seconde Guerre mondiale lui a permis de renforcer le culte de la personnalité et de centraliser encore plus de pouvoir. Le père des peuples est presque considéré comme un dieu. Il est au fait de sa puissance et de sa gloire. Ainsi affermi, Staline replonge le pays dans la terreur durant les dernières années de sa domination. Si la guerre a permis une certaine libéralisation du régime, le retour à la paix favorise le retour à l'ordre. De surcroît, la guerre froide justifie un durcissement de l'idéologie. L'impérialisme, synonyme de capitalisme, redevient l'ennemi premier, tandis que Tito remplace Trotsky dans le rôle du déviationnisme. De nouvelles arrestations ont lieu, comme lors de l'affaire de Leningrad. Staline pousse la logique totalitaire jusque dans ses extrémités. La culture, cible traditionnelle, est à nouveau sommée de se plier au dogme du réalisme. Réhabilité pendant la guerre, Shostakovich, comme de nombreux artistes, est à nouveau condamné pour des tendances bourgeoises et cosmopolites. Même la science doit avoir des conclusions convenables et arrangeantes pour l'État. Ainsi, Joseph Staline donne son soutien aux thèses de Lysenko, qui affirme que les acquis sont héréditaires. Staline est de plus en plus omniprésent dans toute la vie de l'URSS, mais le personnage est de moins en moins visible. Depuis que sa seconde femme s'est suicidée en 1932, il semble avoir renoncé à un nouveau mariage et à une vie sociale classique. Il vit essentiellement entouré de ses très proches collaborateurs. Il faut attendre septembre 1952 pour que le Vodj daigne organiser le 19e congrès du parti. Il s'est écoulé 13 ans avant que se réalise un congrès qui, jusqu'à la fin des années 1920, était annuel. Joseph Staline y fait une apparition courte où il annonce des réformes des institutions et accuse ses plus proches collaborateurs, comme Molotov, de connivence avec l'ennemi impérialiste. Quelques mois plus tard, la Pravda annonce un nouveau scandale. C'est le complot dit des blouses blanches. L'appel à la vigilance bolchevique et aux délations prédit de nouvelles purges massives. La nouvelle cible de Staline est le cosmopolitisme, souvent synonyme de judéité. Nourrissant une paranoïa grandissante, Staline suit cette affaire de très près jusqu'au 5 mars 1953, jour où il meurt d'une attaque cérébrale. Les funérailles de Staline sont grandioses, à la hauteur du culte de la personnalité cultivée de son vivant. Les communistes du monde entier manifestent pour lui rendre hommage. Pourtant, en quelques mois seulement, les portraits de Staline disparaissent progressivement des murs soviétiques. En 1956, Khrouchtchev fait un rapport secret sur les excès de l'ancien dirigeant lors du 20e congrès du PCUS. C'est le début de la déstalinisation. Joseph Staline a en effet régné dans le sang. Entre les arrestations, les déportations, les exécutions massives et la famine de 1932, les victimes du régime se comptent en millions. Face à un tel bilan, on compare souvent Staline et Hitler, les deux bourreaux du XXe siècle, et les créateurs d'un nouveau type de régime défini comme totalitaire par la philosophe Hannah Arendt. Dans le régime nazi comme dans le stalinisme, l'idéologie imprègne toutes les couches de la société et l'individu est presque nié au profit du Volk, le peuple, d'un côté, et de la cause communiste de l'autre. Les outils de contrôle, et notamment répressifs, sont similaires. Ainsi, le goulag est l'équivalent du camp de concentration. On peut également souligner l'admiration d'Hitler pour la capacité de Staline à soumettre la paysannerie et l'antisémitisme manifeste de Staline à la fin de sa vie. Toutefois, ce dernier se distingue par sa capacité à se maintenir au pouvoir pendant 25 années.
pouvoir qu'il cherche à centraliser en déléguant le moins possible. Les divergences idéologiques sont également indépassables. Et, s'il a usé de déportations très ciblées sur certains peuples, Staline n'a jamais mis en place de système d'éradication systématique d'une population similaire à la Shoah. De surcroît, s'il a symbolisé la terreur d'un régime meurtrier, il fut aussi l'artisan de l'industrialisation très rapide de son pays, une avancée payée au prix fort. En conclusion, les parcours de Hitler, Mussolini et Staline nous rappellent les conséquences dévastatrices de la montée au pouvoir de leaders autoritaires et des idéologies extrémistes. Est-il encore possible de prévenir la répétition des mêmes erreurs? À la locomotive de l'histoire, nous y croyons. Voilà, le voyage s'achève et j'espère que vous aurez appris ou du moins rafraîchi vos connaissances. Je vous dis à très bientôt dans la locomotive de l'histoire.